Lettre 1. Ma bien bonne amie, vous me demandez avec tant d'instance de vous écrire mes souvenirs que je me décide à vous satisfaire. Que de sensations je vais éprouver en me rappelant les événements divers dont j'ai été témoin et des amis qui n'existent plus que dans ma pensée. Toutefois la chose me sera facile car mon cœur a de la mémoire, et dans mes heures de solitude, ces amis si chers m'entourent encore tant mon imagination me les réalise. Je joindrai d'ailleurs à mon récit les notes que j'ai prises à différentes époques de ma vie sur une foule de personnes dont j'ai fait le portrait et qui pour la plupart étaient de ma société. Grâce à ce secours, les plus doux moments de mon existence vous seront connus aussi bien qu'ils me le sont à moi-même. Je vous parlerai d'abord, chère amie, de mes premières années, parce qu'elles ont été le présage de toute ma vie, puisque mon amour pour la peinture s'est manifesté dès mon enfance. On me mit au couvent à l'âge de 6 ans. J'y suis restée jusqu'à 11. Dans cet intervalle, je crayonnais sans cesse et partout. Mes cahiers d'écriture et même ceux de mes camarades étaient remplis à la marge de petites têtes de face ou de profil. Sur les murs du dortoir, je traçais avec du charbon des figures et des paysages. Aussi vous devez penser que j'étais souvent en pénitence. Puis dans les moments de récréation, je dessinais sur le sable tout ce qui me passait par la tête. Je me souviens qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, je dessinais à la lampe un homme à barbe que j'ai toujours gardé. Je le fis voir à mon père qui s'écria transporté de joie « Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera ». Je vous fais ce récit pour vous prouver à quel point la passion de la peinture était innée en moi. Cette passion ne s'est jamais affaiblie. Je crois même qu'elle n'a fait que s'accroître avec le temps, car encore aujourd'hui, j'en éprouve tout le charme, qui ne finira j'espère qu'avec ma vie. C'est au reste à cette divine passion que je dois non seulement ma fortune, mais aussi mon bonheur, puisque dans ma jeunesse comme à présent, elle a établi des rapports entre moi et tout ce qu'il y avait de plus aimable, de plus distingué dans l'Europe, en hommes et en femmes. Le souvenir de tant de personnes remarquables que j'ai connues prête souvent pour moi du charme à la solitude. Je vis encore alors avec ceux qui ne sont plus, et je dois remercier la Providence qui m'a laissé ce reflet d'un bonheur passé. J'avais au couvent une santé très faible, en sorte que mon père et ma mère venaient souvent me chercher pour passer quelques jours avec eux, ce qui me charmait sous tous les rapports. Mon père, nommé Vigée, peignait fort bien au pastel. Il y a même des portraits de lui qui seraient dignes du fameux Latour. Il a fait aussi des tableaux à l'huile, dans le genre de Watteau. Celui que vous avez vu chez moi est d'une charmante couleur et fait avec esprit. Mais pour en revenir aux jouissances que j'avais dans la maison maternelle, je vous dirais que mon père me donnait la permission de peindre quelques têtes au pastel et qu'il me laissait aussi barbouiller toute la journée avec ses crayons. Il avait tellement l'amour de son art que cette passion lui donnait de fréquentes distractions. Je me rappelle qu'un jour, étant tout habillé pour aller dîner en ville, il sort. Mais en pensant au tableau qu'il avait commencé, il retourne chez lui dans l'idée d'y retoucher. Il ôte sa perruque, met son bonnet de nuit et ressort ainsi coiffé, vêtu d'un habit à brandebourgs dorés, l'épée au côté, etc. Sans un voisin qui l'avertit de sa distraction, il courait la ville dans ce costume. Mon père avait infiniment d'esprit. Sa gaieté si naturelle se communiquait à tout le monde, et bien souvent on venait se faire peindre par lui pour jouir de son aimable conversation. Peut-être connaissez-vous déjà l'anecdote suivante. Faisant un jour le portrait d'une assez jolie femme, il s'aperçut que lorsqu'elle travaillait à la bouche, cette femme grimaçait sans cesse pour la rendre plus petite. Impatienté de ce manège, mon père lui dit avec un grand sang-froid « Ne vous tourmentez pas ainsi, madame. Pour peu que vous le désiriez, je ne vous en ferai pas du tout. » Ma mère était très belle. On peut en juger par le portrait au pastel que mon père a fait d'elle et par celui que j'ai fait à l'huile beaucoup plus tard. Sa sagesse était austère.
Mon père l'adorait comme une divinité, mais les grisettes lui tournaient la tête. Le premier jour de l'an était pour lui un jour de fête. Il courait à pied tout Paris, sans faire une seule visite, uniquement pour embrasser toutes les jeunes fillettes qu'il rencontrait, sous le prétexte de leur souhaiter une bonne année. Ma mère était très pieuse. Je l'étais aussi de cœur. Nous entendions toujours la grande-messe, nous allions aux offices divins. Dans le carême, surtout, nous n'en manquions aucun, pas même les prières du soir. De tout temps, j'ai aimé les chants religieux, et les sons de l'orgue me faisaient alors une telle impression que je pleurais sans pouvoir m'en empêcher. Depuis, ces sons m'ont toujours rappelé la perte que j'ai faite de mon père. À cette époque, mon père réunissait les soirs plusieurs artistes et quelques gens de lettres. Je placerai en tête Doyen, peintre d'histoire, l'ami intime de mon père, et mon premier ami. Doyen était le meilleur homme du monde, plein d'esprit et de sagacité. Ses aperçus sur les choses et sur les personnes ont toujours été d'une justesse extrême. Et de plus, il parlait avec tant de chaleur de la peinture qu'il me faisait battre le cœur. Poincinec avait aussi beaucoup d'esprit et de gaieté. Peut-être avez-vous entendu parler de sa prodigieuse crédulité. Elle l'exposait sans cesse aux mystifications les plus étranges. Un jour, par exemple, on réussit à lui persuader qu'il existait une charge d'écran du roi, et voilà qu'on le place devant le feu le plus ardent, de manière à lui griller les mollets. Pour peu qu'il voulût s'éloigner, « Ne bougez pas, disait-on, il faut vous habituer à la grande chaleur, autrement vous n'aurez pas la charge. » Il s'en fallait de beaucoup, cependant, que Poincinet fût un sot. Plusieurs de ses ouvrages sont encore applaudis aujourd'hui, et il est le seul homme de lettres qui ait obtenu le même soir 3 succès dramatiques. Ermelinde, au Grand Opéra, Le Cercle, au Français, et Tom Jones, à l'Opéra Comique. Quelqu'un dit alors, en parlant du Cercle, où la société de cette époque est si bien peinte, que Poincinet avait écouté aux portes. La fin de Poincinet est des plus tragiques. On lui mit en tête le goût des voyages, il commença par l'Espagne et périt en traversant le Guadalquivir. Je dois citer aussi un nommé d'Avesnes, peintre et poète, assez médiocre dans ces 2 arts, mais que sa conversation fort spirituelle avait fait admettre au souper de mon père. Je puis vous donner un échantillon des vers de ceux d'Avesnes, car je ne sais comment, je n'ai jamais oublié ceux-ci, qui je crois n'ont point été imprimés. Plus n'est le temps où de mes seuls couplets ma Lise aimait à se voir célébrer. Plus n'est le temps où de mes seuls bouquets je la voyais toujours parée. Les vers que l'amour me dictait ne répétaient que le nom de Lisette, et Lisette les écoutait. Plus d'un baiser payait ma chansonnette. Au même prix, qui n'eût été poète? Enfin, quoique je fusse à peine sortie de l'enfance alors, je me rappelle parfaitement la gaieté de ces soupers de mon père. On me faisait quitter la table avant le dessert, mais de ma chambre j'entendais des rires, des joies, des chansons, auxquelles je ne comprenais rien à vrai dire, et qui pourtant n'en rendaient pas moins mes jours de congé délicieux. À 11 ans, je sortis tout à fait du couvent, après avoir fait ma première communion, et d'Avesnes, qui peignait à l'huile, me fit demander chez lui pour m'apprendre à charger une palette. Sa femme venait me chercher. Ils étaient si pauvres qu'ils me faisaient peine et pitié. Un jour, comme je désirais finir une tête que j'avais commencée, ils me retinrent à dîner chez eux. Ce dîner se composait d'une soupe et de pommes cuites. Tous 2, je crois, ne se restauraient qu'en venant souper chez mon père. J'éprouvais un grand bonheur de ne plus quitter mes parents. Mon frère, plus jeune que moi de 3 ans, était beau comme un ange. Il avait une intelligence fort au-dessus de son âge et se distinguait dans ses études au point qu'il rapportait toujours de son collège les témoignages les plus flatteurs. J'étais bien loin d'avoir sa vivacité, son esprit et surtout son joli visage, car à cette époque de ma vie j'étais laide. J'avais un front énorme, les yeux très enfoncés, mon nez était le seul joli trait de mon visage pâle et amaigri.
En outre, j'avais grandi si rapidement qu'il m'était impossible de me tenir droite. Je pliais comme un roseau. Toutes ces imperfections désolaient ma mère. J'ai cru m'apercevoir qu'elle avait un faible pour mon frère, car elle le gâtait et lui pardonnait aisément ses torts de jeunesse, tandis qu'elle était fort sévère pour moi. En revanche, mon père me comblait de bonté et d'indulgence. Sa tendresse le rendait de plus en plus cher à mon cœur. Aussi cet excellent père m'est-il toujours présent, et je ne pense pas avoir oublié un seul mot qu'il ait dit devant moi. Combien de fois surtout me suis-je rappelé en 1789 le trait suivant comme une sorte de prophétie. Un jour que mon père sortait d'un dîner de philosophes, où se trouvaient Diderot, Helvétius et d'Alembert, il paraissait si triste que ma mère lui demanda ce qu'il avait. « Tout ce que je viens d'entendre, ma chère amie, répondit-il, me fait croire que bientôt le monde sera sans dessus-dessous. » Je finis cette longue lettre, ma bien bonne amie, en vous embrassant de toute mon âme.